Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de Génération Do It Yourself passés et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. C'est parti pour cet épisode à distance. De plus, c'est le troisième, quatrième que je fais depuis le début de cette crise du coronavirus. Je suis aujourd'hui avec Pierre Chausse. Salut Pierre. Salut Mathieu. Je suis content de t'avoir sur Génération Do It Yourself et sur cet épisode très spécial. On a parlé de toi la semaine dernière avec Jean de la Roche-Brochard et Simon Davlat qui m'a dit qu'il t'appellerait. D'ailleurs, est-ce qu'il t'a appelé après ? Il m'a toujours pas appelé. Ah, le salaud. Voilà. Je replace un peu le contexte et pourquoi t'es là aussi. On vit quand même un moment qui est juste complètement exceptionnel, tous confinés et chacun avec ses problèmes, ses solutions, on va dire ses handicaps aussi. Toi, t'es quand même dans une situation un peu à part. Donc toi, t'es directeur adjoint des rédactions du Parisien. Donc ça te place, on va dire, il y a un directeur des rédactions et puis vous êtes quelques directeurs adjoints des rédactions, donc dans une hiérarchie assez haut sur un quotidien très influent au niveau français, plus qu'un quotidien d'ailleurs, c'est un média en ligne, vidéo, audio, j'en passe. Donc avec une révolution qui s'est passée autant au niveau professionnel, mais en plus t'es parisien désormais en tout cas, avec 4 enfants dans un appartement confiné, avec une femme qui est médecin généraliste et qui reçoit des patients. Tu me racontais que lundi elle avait fait 25 consultations en une demi-journée. Tu vas m'expliquer un peu tout ça. Et donc voilà. L'idée quand même, et ce que je voulais voir, c'est avec toi, dans quel chaos tu vis, quoi. Et je t'ai... Non, mais c'est un peu comment tu t'en sors. Ouais, c'est ça. Je t'ai eu hier soir, je dois dire, et j'espère que tu m'en voudras pas de dire ça, mais je t'ai senti... on se connaît depuis longtemps. Pour recontextualiser ça aussi, on a bossé ensemble il y a très longtemps dans ma première start-up. Et je t'ai senti... C'est le moment où Mathieu dit que j'ai été l'un de ses stagiaires. Ouais, j'ai ma grande fierté d'avoir, t'as été un de mes stagiaires, mais je suis très fier d'avoir de mes anciens collaborateurs qui réussissent aussi bien. Mais t'as remarqué que je l'avais pas fait. Hein. T'étais, peut-être, je sais pas si je pourrais dire fébrile, mais t'avais l'air vraiment hier ému dans le dur, quoi, tu vois. Ouais, dans le dur. Et j'imagine que, comme pour beaucoup, la période est difficile. Vous avez 2 missions, vous, toi en tant que journaliste et voilà, patron de rédaction, d'informer les gens sur un événement exceptionnel. Ta femme a soigné des gens, donc c'est pas rien pour chacun. Plus gérer 4 enfants et c'est pas rien. Ouais, je précise que ces enfants ont entre 2 et 7 ans. Donc 2 qui ont 2 ans. Voilà. Donc 2 qui ont 2 ans, voilà. Ils sont loin d'être autonomes. Comment ça s'articule la journée chez Pierre Chausse et Déborah Carin? Écoute, on les articule, on articule notre journée un peu comme on le peut. Tu l'as dit, donc je co-dirige cette rédaction du Parisien qui est composée de 420 journalistes. Hein. Un journal à sortir tous les jours à distance avec des éditions locales. Évidemment, alors ma particularité, moi, c'est que je m'occupe évidemment du numérique, du site, des apps, des podcasts, de la vidéo. J'en ai la responsabilité directe. Et donc tout ça se fait évidemment en temps réel, quasi non-stop de 7 heures du matin à minuit et 7 jours sur 7, puisqu'on ne s'arrête jamais, on ne peut pas s'arrêter, encore moins dans ces périodes-là. Donc c'est déjà d'un point de vue professionnel évidemment extrêmement intense, hein. Et donc concilier ça avec
le confinement et un confinement extrêmement strict que l'on s'impose, femme médecin oblige. Ouais, ça relève d'une expérience inédite, c'est certain, mais en plus extrêmement marquante. Physiquement, hier quand on s'est parlé au téléphone, j'étais vraiment, je suis au bout, quoi. Je sentais les limites, avoir atteint certaines limites physiques même. C'est vraiment très éprouvant. Mais effectivement, comme tu l'as dit, j'ai d'un point de vue professionnel une mission, alors qui est extrêmement importante dans la période. Qui ne le sera jamais autant que la mission de ma conjointe, évidemment, qui, elle, est en première ligne. Alors, elle est médecin généraliste. Hein. Elle se doit d'être là pour ses patients. Elle va à son cabinet tous les jours. Elle fait très peu de consultations physiques. Très peu de gens viennent au cabinet, mais elle passe... mais il y en a quand même quelques-uns, et elle passe surtout l'essentiel de son temps à répondre au téléphone, à faire des consultations... Sachant que, je le précise, mais elle fait des consultations sans rendez-vous. Hein. Oui, elle fait des c'est important, du coup, il peut y avoir des gens qui viennent n'importe quand même. Oui, bien sûr. Après, clairement, physiquement, elle voit vraiment quasiment personne. Hein. Elle a vu des personnes pour qui un diagnostic par téléphone était extrêmement compliqué. Mais c'est voilà, c'est essentiellement du tel, mais elle est très sollicitée, évidemment très soucieuse de la période, et puis elle est en première ligne, c'est-à-dire que là, quelque part le nombre de consultations là ces derniers jours ne fait que croître, hein, et correspond à peu près aux courbes, aux chiffres que l'on nous donne tous les soirs, que le ministère de la Santé nous donne tous les soirs, où on voit une explosion du nombre de cas, notamment en Île-de-France, notamment à Paris, et elle le ressent évidemment. Elle le ressent en premier lieu, quoi. Alors là, j'ai les enfants qui sont en train de s'étriper dans le salon. Je vais voir si je dois intervenir. Je précise quand même qu'on devait peut-être enregistrer un peu plus tôt dans la journée, et entre-temps, tu t'es retrouvé aux urgences avec un de tes enfants pour simplifier la tâche de ta journée. Donc les journées ne sont pas de tout repos. C'est vrai que de temps en temps... Voilà. Mais tout va bien. Tout va bien. Alors tu sais qu'en fait, ceci est une thérapie pour moi, Pierre, parce qu'en fait, je me dis, tu vois, quand je vois, juste avant qu'on enregistre, mon fils Eli qui est rentré dans la pièce, qui m'interrompt sur un truc, je me dis, en fait, moi, c'est rien, c'est de la rigolade, quoi, à côté de toi. Donc, c'est juste, je te fais du mal pour me faire du bien, hein, soyons clairs. Et puis, clairement, moi-même, aux Parisiens, on écrit on raconte des histoires de gens qui habitent dans des logements. Là, on racontait l'histoire d'une famille qui ont aussi 4 enfants, qui habitent dans un logement de 50 mètres carrés, qui en plus ont des puces de lit. Et donc ils sont confinés avec dans un appartement minuscule avec 4 gosses et des puces de lit. Enfin, il y a quand même des gens qui arrivent qui sont sur un niveau de galère bien supérieur au nôtre. Et puis voilà. Après, je suis pour l'instant pas touché dans mon entourage par cette maladie, personne n'est malade, on est en vie. Être enfermé avec ses enfants, ça, même si c'est dur, ça a aussi du bon quand même. Quand on est habitué à passer des semaines à les voir quelques minutes le matin, quelques minutes le soir, et tout d'un coup passer 24 heures sur 24 avec eux, ça a aussi du bon, et on le ressent. Moi, je le ressens en direct avec les enfants les plus petits, en tout cas. Ouais, c'est fantastique. Pour eux, ça change les choses, quoi. Ça change les choses. Quelque part, je pense que ils le vivent pas si mal que ça, le confinement. Ils sont plutôt contents d'avoir leurs parents tout le temps. Et avant de passer sur l'expérience pro, du coup, et comment ça a impacté le Parisien, les rédactions, etc. Tu disais, on fait comme on peut. Du coup, tu as l'impression de subir. T'arrives quand même à t'imposer des choses, à dormir, à faire de l'exercice. Absolument. Tu vas prendre leur dessus. Ouais. Je suis tout à fait fasciné. Si j'ai réussi un exploit cette semaine, c'est que pendant 24 heures, j'ai pas bu une goutte d'alcool, pas d'apéro lundi soir. Bravo.
c'était mon exploit, voilà, depuis le début du confinement. Et clairement, je suis fasciné par tous ces gens qui s'imposent des routines dans ces contextes-là, hein, et c'est formidable. Et sans doute que, mais moi, là, j'ai une matière, je travaille sur une matière qui est tellement imprévisible, tellement de gens à gérer à distance. Ma matière personnelle qui est aussi imprévisible, hein, tu l'as dit, je reviens des urgences là, pour un doigt coupé. Bon, je m'impose rien en fait. Et en plus j'ai eu beaucoup de fatigue, donc Ouais. quelque part, je fais rentrer tout ce que je peux faire rentrer tant que je suis debout. Et puis voilà. Je me Ouais, suis finalement, le matin, je regarde ma journée, enfin plutôt la veille au soir, je regarde ma journée du lendemain et le dernier truc que je fais avant de me coucher, c'est que je liste vraiment les 3, 4, 5 trucs fondamentaux que je dois absolument avoir, je parle pour le pro, avoir absolument bouclé dans la journée. Euh, et ce que je fais habituellement de façon plus, mais là c'est plus en mode, vu qu'on est plus en mode survie, c'est vraiment c'est des tâches très identifiées que je cible, et puis après je prends le tout venant. Voilà. c'est assez incroyable parce que dans ce confinement où certains ont pas rien à faire, mais beaucoup moins à faire que d'habitude, finalement, vous deux, chacun dans votre profession, plus à la maison, vous avez plus que le double à faire, quoi. Donc c'est quand même une sorte de sursaturation du truc. Va falloir probablement que vous trouviez des soupapes à un moment, des moments, toi en tout cas peut-être plus que Déborah, mais des moyens de peut-être Ouais, d'arrêter bah, le week-end, je sais pas. Tous les deux, encore une fois, hein, parce que du coup, moi, passant mon temps à la maison, dès qu'elle rentre, alors qu'elle revient du boulot dans des conditions pas toujours faciles, euh, T'as besoin d'un relais. il faut qu'elle s'occupe des enfants full time, voilà. Donc, et moi, je suis plus là, je disparais et je travaille, donc elle me laisse ce temps-là aussi, donc c'est pas simple pour elle non plus, hein. Mais bon, effectivement, on trouvera des soupapes plus tard. Là, c'est encore que le début, hein. Je pense qu'on Ouais. je pense. Personne n'en sait rien, mais évidemment, on est sans doute parti pour encore de longues semaines. Ouais. Donc oui, on va aménager des choses. Probablement que je vais devoir mettre un réveil encore un peu plus tôt pour travailler plus tôt le matin avant que les enfants se lèvent, pour pouvoir suivre le rythme. Voilà, ça c'est important. Très bien. Écoute, Voilà. tu m'en as dit pas mal et voilà, je vais pas rentrer plus dans cette intimité, mais c'est intéressant de voir un peu aussi comment certains vivent ça autrement. Il y a quand même un truc de fou sur le côté Le Parisien, donc un média historique parisien aujourd'hui en France. Combien il y a une dizaine de publications papier, c'est ça, je crois, différentes. Alors, on a donc Le Parisien et Aujourd'hui en France qui est sur le sont les pardon, c'est le même média, hein. Donc le Parisien, c'est le journal qui est distribué en Île-de-France et dans l'Oise, à chaque fois avec une édition départementale. Donc on a une édition nationale que tout le monde peut lire sur tout le territoire, et des cahiers départementaux. Alors là, je parle pour le papier, hein, puisque c'est de là qu'on vient, avec des équipes ancrées dans chaque territoire, et notamment donc chaque territoire de l'Île-de-France, et notamment dans l'Oise, ce qui nous a l'Oise qui était un des premiers gros foyers un virus en France, et donc ce qui nous a valu une couverture très 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 spécifique et une sensibilisation tout de suite à ce qui se passait sur cette zone-là. Et puis ensuite il y a Aujourd'hui en France. Alors Aujourd'hui en France, en fait, c'est un logo, c'est une marque print, hein, c'est juste on prend le Parisien, on enlève le cahier départemental à l'intérieur, on change de page, on met un logo Aujourd'hui en France et on met du rouge à la place du bleu et on le vend en province. Voilà. Partant du principe un peu historiquement que c'était difficile de s'appeler Le Parisien à Marseille pour ou être vendu à Bordeaux. Ouais, d'accord. voilà. Bon, ce qui n'est plus forcément très vrai aujourd'hui. Voilà. Mais on a une particularité, nous, c'est que on est rangé à la fois sur la presse locale, comme peuvent être des Ouest France, la Nouvelle République ou le Télégramme, voilà, des choses comme ça, des titres comme ça. Mais en fait, on est aussi presse nationale. On est un média national avec un ancrage sur un territoire. On joue sur les deux tableaux, clairement. Et donc ça, on est un peu les seuls, hein, à jouer sur les deux tableaux à ce point-là.
Donc ça, c'est notre particularité et aussi notre force éditoriale. Hein. C'est-à-dire qu'on a un ancrage sur le terrain très très fort. Ouais, c'est ça, c'est 420 journalistes, tu le disais. Hein. 420, Donc, c'est énorme. Je veux 420 dire. journalistes, dont 130 éclatés en Île-de-France, qui font vraiment remonter de l'info locale et des choses en local. Voilà. Ouais, c'est une des plus grosses rédactions qu'on a actuellement en France. Ouais. Et faut le noter parce que c'est un vrai média d'investigation de fond et qui a jamais trop renié là-dessus. Enfin, qui a jamais rogné, en tout cas même sur ses forces, trop en tout cas de journalistes par rapport à beaucoup d'autres médias. Mais du coup, on est d'accord que vous étiez habitué à bosser à distance dans une certaine mesure, puisque tu as plusieurs bureaux, il y a un certain nombre de personnes qui sont soit en région, soit sur des détachements locaux. Mais quand même, le passage de tout le monde il n'y a plus de bureau et tu bosses de chez toi, j'imagine que sur un business comme le vôtre, qui est pas une start-up qui a 4 ans, c'est pas complètement simple, quoi. C'est pas que facile, ouais. Ça s'est fait à marche forcée. Ça ne se serait sans doute jamais fait dans d'autres conditions. Je pense que aujourd'hui, enfin, ce qui est surréaliste, hein, c'est qu'en quelques jours, hein, on est passé de conf de rédaction physique où tout le monde était à la rédaction à plus une seule personne. Enfin, il en reste 2 ou 3 irréductibles dans les locaux. Mais à plus une seule personne dans les bureaux et à des confs de rédaction, évidemment qu'on maintient. Donc les conférences de rédaction, pour ceux qui sont pas familiers de ce langage, c'est des moments dans la journée, des réunions où les chefs de service de la rédaction se réunissent pour évoquer les sujets à traiter. En gros, on dit voilà, et à traiter dans la journée et le lendemain. Et on a 2 gros rendez-vous comme ça dans la journée. Et donc ces rendez-vous maintenant se font sur Skype parce que c'est notre outil de messagerie, téléphonie même interne. C'est un Skype Pro, du coup, j'imagine. Oui, c'est un Skype Pro. Ouais. Alors évidemment, ça a beaucoup joué. Hein. On a déménagé en fait il y a 2 ans et à ce moment-là, on a abandonné les lignes fixes traditionnelles pour passer tout le monde sur Skype. C'était un choix fait par l'informatique, par la direction informatique. Et aujourd'hui, je dois dire que ça nous a fait sans doute gagner un peu de temps, au moins pour l'organisation de ces rendez-vous-là. Mais bon, après en parallèle. Ça, c'est pour l'ensemble de la rédaction. Après, moi, je gère aussi une partie plus, même si tout le monde aujourd'hui à la rédaction contribue et travaille pour le numérique, il y a quand même un cœur du réacteur, une rédaction vraiment 100% numérique, hein, que je pilote un peu en direct et qui eux travaillent sur d'autres outils déjà depuis plus longtemps, évidemment. J'entendais des notifications Slack tout à l'heure sur ton ordi avant que tu les coupes. Alors, Slack n'est pas encore étendu à l'ensemble de la rédaction, mais là il y a quand même un gros morceau qui s'en sert. Et évidemment, on est encore, tu l'as dit, on n'est pas une start-up. Donc pour nous, ça change beaucoup de choses. On était une poignée à moi-même, je ne peux pas travailler que comme ça. Je peux pas travailler que par Slack parce que de fait, j'ai des interlocuteurs qui ne voient pas autre chose que le mail ou le coup de téléphone. Ouais. On a abandonné les fax quand même. Mais donc de ce point de vue-là, c'est ahurissant. Et d'ailleurs, tout ça c'est fait. Les gens l'ont intégré extrêmement rapidement. Et j'ai des gens il y a des gens dans la rédaction de un peu toutes les générations et vraiment tout le monde a intégré se plie à l'exercice et voilà. Ça demande encore, c'est évidemment encore un joyeux bordel, mais on arrive toujours à faire notre travail en temps réel et on arrive toujours à sortir tous les soirs un journal dans ces conditions-là, même avec cette complexité industrielle. Et voilà. On peut sans doute mieux le faire, mais pour l'instant ça roule, quoi. Et justement là-dessus, comment vous faites? Parce que autant il y a plein de projets qui nécessitent pas justement cette sortie de cette échéance ultime. Alors
on va dire de la sortie du journal, des feuillets à imprimer, envoyés à l'imprimeur tous les jours, qui s'envoie quoi j'imagine en plus dans cette période, tu l'envoies assez tard, quoi, tout ça, non? Oui, alors enfin, non, au contraire, on essaie d'avancer un peu au moins le rendu de la copie, parce qu'après, donc il y a des journalistes qui rendent des copies, et puis ensuite il y a un service d'édition qui traite ça, qui fait qui s'occupe de la mise en page et qui envoie ensuite les pages à l'imprimerie. Et ça, en fait, vu qu'à distance, ça, c'est une étape qui prend un peu plus de temps parce que tout Bah bêtement, hein, oui. les gens ils éditent sur on a récupéré du matériel informatique un peu à l'arrache parce qu'on avait une partie de notre rédaction qui n'était pas du tout nomade. Et donc ils avaient un ordinateur fixe avec deux grands écrans, et là ils se retrouvent à travailler sur un petit portable. Donc ils, quand ils travaillent, ils voient pas tout à fait ce qu'ils sont en train de faire, donc ça prend un peu plus de temps. Et donc on essaye de leur laisser plus de temps pour réaliser ça. Voilà. Mais D'accord. on continue de boucler assez tard, hein, c'est-à-dire que globalement le journal est bouclé entre 22h et 23h, et peut même être repiqué très tardivement. Repiqué, c'est-à-dire qu'on envoie une première version parce qu'on est imprimé à Ouais. différents endroits, et on envoie une première version pour une partie de nos éditions, et ensuite jusqu'au bout, jusqu'à 1h du matin, on peut encore retoucher le journal pour l'édition qui va arriver notamment à Paris, la petite couronne. Mais là, c'est là-dessus, comment tu remplaces le physique? Parce que, en effet, j'imagine que là-dessus, vous êtes quand même souvent encore un peu réunis autour du truc, à se dire, attends, ça là-dessus, il faut le changer, ça, il faut qu'on passe. Là, c'est un dialogue. Qu'est-ce qu'a le Final Cut là-dessus? C'est le chef d'édition, Non, ben, là-dessus, c'est celui de la direction de la rédaction qui est là le soir même et qui gère ça, D'accord. quoi. Voilà. Donc ça tourne tous les soirs, c'est toi, Ça un tourne. autre. Ouais, ouais. Alors Ok. c'est moins moi en cette période. Déjà j'en fais peu des bouclages du print parce que moi je suis vraiment Monsieur je Well. change de numérique, mais bon, je file les coups de main évidemment. Mais et là en cette période particulière euh, où, euh, où pareil, enfin j'essaie vraiment de me concentrer uniquement sur le numérique, et donc je fais assez peu de, même si je travaille aussi très tard le soir, je fais assez peu de bouclage du print à proprement parler. Voilà. Comment tu animes dans ce moment-là aussi, justement les équipes, tu vois, pour garder le rythme, pour couvrir au mieux parce que c'est pareil, il y a beaucoup d'échanges qui ont lieu, quoi. Ouais. Il se passe énormément de choses, il y a des ministres qui parlent, il y a des événements à certains endroits. Il faut couvrir, tu disais par exemple cette famille de 4 personnes qui a ses puces de lit, etc. Comment tu manages tout ça? Comment vous faites au quotidien? Alors, C'est bah, déjà, on a ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein, on a déjà 2 rendez-vous les confs de rédaction, ouais. qui n'existent pas dans toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as tous les chefs de service qui, le matin à 9h20 et le soir à 18h, ont rendez-vous tous ensemble et évoquent le menu du jour, du lendemain, etc. Déjà, et puis eux derrière répercutent. C'est-à-dire que dans tous les Figure-toi que services. Pierre, je me permets, excuse-moi, avant, même si on me reproche de t'entendre couper la parole, c'est un point important parce que dans beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont pas de la presse, j'ai quand même beaucoup de retours de gens sur les premiers épisodes qui me disent en effet qu'ils mettent en place ce type de routine. C'est assez Mm. intéressant, mais du coup à distance, la conf de rédaction est quelque chose qui est repris par les entreprises entre guillemets, qui se disent en fait il faut un tempo qui est mis en place. Moi, Mm. je fais tous les matins 9h30 avec tout le monde. Je fais pas le soir encore, voilà. Mais on sent que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important hein, pour donner le là et le rythme, quoi. Et donc, si tu veux, naturellement, dans l'exercice de notre métier, on est quand même en contact déjà. Donc, on a ces deux rendez-vous, et puis on est en contact en temps réel en journée. Alors, avant, on était en contact physiquement ou via WhatsApp. Et ben là, on est toujours en contact via WhatsApp ou via Slack ou via Skype, mais on continue on continue d'être en contact. Moi sur le site par exemple, hein, il y a une équipe matin, une équipe soir. À chaque fois, il y a des channels dédiés sur Slack avec les gens qui travaillent dedans pour pas aussi polluer tous les autres et euh, pour être en contact avec eux. J'ai des channels en permanence avec l'encadrement, les gens qui gèrent la home page du site, qui gèrent les pushs qu'on envoie grâce au merveilleux batch de Simon Dovlat. Euh, et tout ça, ça se fait en permanence parce que il y a forcément, en plus,
les gens fonctionnent pas en solo. Il y a toujours besoin d'une validation quand on envoie un push. On fait toujours relire par un collègue ou valider par un chef. Quand on envoie une newsletter, là, on a mis en place plein de nouvelles choses spécifiques, plein de nouveaux produits numériques pour cette période si particulière. Et ben, tout se fait. Enfin, il y a un circuit de relecture qui est nouveau aussi, hein, mais qu'on a inventé et que vous avez fait, ouais, et ça, voilà. Et ça justement. Pardon, je t'en prie. Je t'en prie, non, c'est moi qui m'arrête. Justement, ce truc vous avez fait sur le tas, en fait, ça s'est fait entre quand et quand? C'est-à-dire que le lundi, j'ai plus la date en tête, mais Édouard Philippe annonce le confinement pour le mardi midi. Quand est-ce que vous avez pris le conscience que tout ça allait arriver alors je pense que avant qu'Edouard Philippe prenne la parole, déjà la semaine d'avant, donc la semaine du, si je dis pas de bêtises, la semaine du 9 mars, autour du 10 mars, Macron prend la parole, je crois, le 12 mars, le jeudi ou le vendredi. Ouais, le jeudi. Ouais. Et en fait, le mercredi, donc évidemment on suit le sujet du coronavirus depuis le début, précisément depuis le 7 janvier où on a publié sur le site le premier article consacré à ce qu'on disait alors n'être qu'une forme de pneumonie. Si tu veux, on a suivi évidemment de façon très intense tout ce sujet-là, mais là ça a pris une tournure un peu différente parce qu'on est évidemment en contact avec tout un tas de médecins. Hein, ce qu'on écrit, on le fait évidemment en sollicitant des experts à chaque fois, etc. Et le 10 mars, je crois, entre le 10 et 11 mars. On commence à avoir des retours, un vrai changement de ton de la part des médecins et de la part des gens qui sont sur le terrain, notamment dans les services de réanimation. Et en fait, au moment où Macron prend la parole, on publie un papier, nous, à ce moment-là, pour dire, en fait, c'est plus grave que prévu. Déjà, les médecins qu'on avait interrogés quelques semaines auparavant, les mêmes, tout d'un coup, ont totalement changé de ton, quasiment en 24 heures, 48 heures, et nous disent clairement c'est plus grave que prévu. Et d'ailleurs, c'est le titre de notre article à ce moment-là. Et là, on se dit, ok, on commence à se dire qu'il va y avoir quelques bouleversements. Donc le vendredi, donc Macron parle le jeudi soir, le vendredi évidemment on commence à se dire à tout envisager, hein, y compris le fait que tout le monde doive travailler en télétravail très vite, mais à ce moment-là tout le monde n'est pas forcément tout le monde n'est pas forcément aligné. Il y a encore des gens qui se disent non mais de toute façon, c'est pas tout à fait envisageable qu'on puisse tout se passe en télétravail, donc c'est plutôt, il va falloir qu'on envisage d'avoir des équipes A, des équipes B. On peut pas ne pas se voir, voilà. Ça c'est le vendredi. Et puis la journée du vendredi. L'équipe A, équipe B, elle est passée dans toutes les boîtes, je crois. Ouais, c'est ça. Ça a pas duré longtemps. Et puis en plus, nous, on a aussi ce week-end-là, qui est donc le week-end du premier tour des municipales. Ouais. Vraiment, les municipales pour le Parisien qui a son ancrage local, pour nous c'est un truc énorme qu'on prépare depuis des mois. On avait un dispositif spécial avec des dizaines et des dizaines de collaborateurs exceptionnels, ponctuels qu'on avait pris pour aller chercher des résultats dans les bureaux, pour aller plus vite que le ministère de l'Intérieur, pour être les premiers à avoir les résultats des municipales en Île-de-France, etc. Bref, donc on était déjà sur un week-end assez colossal en termes d'organisation, potentiellement d'audience et de vente dans les kiosques. Et puis tout ça a été perturbé évidemment avec cette incertitude, est-ce qu'elles auront lieu, est-ce qu'elles n'auront pas lieu. Et donc tout le week-end on est dans cette incertitude là, mais on prend évidemment la mesure de ce qui se passe. Les mots employés par le président était suffisamment fort jeudi soir. L'était-il assez? Ça, l'histoire le dira. Et à ce moment-là, bon, le dimanche, clairement, enfin déjà, on prend la décision évidemment dans le week-end
de faire en sorte qu'il y ait le moins de monde possible à la rédaction, le moins de monde possible sur le terrain. Nous, ça fait quand même quelques jours, peut-être même semaines, qu'on a des éditions qui sont fermées à certains endroits, notamment dans l'Oise. C'est-à-dire que on avait un bureau à Creil, par exemple, qui était au cœur de ces zones que l'on appelait cluster. Les foyers, ouais, les clusters, ouais, Les tout à fait. clusters, les fameux clusters. Bon, donc nous, on avait déjà, si tu veux, enfin, on avait déjà des impacts importants là-dessus, mais ça touchait pas l'ensemble de la rédaction. Et voilà, et c'est ce week-end-là, un peu comme tout le monde, qu'on a réalisé ça, qu'on a annulé évidemment tout le dispositif, tous les gens qu'on devait réunir, les gens qui venaient de partout, qu'on devait réunir dans des bureaux. Évidemment, on a annulé tout ça. On s'est retrouvé avec un dispositif extrêmement restreint. On a annulé des reportages tout au long du week-end, enfin dès le vendredi d'ailleurs, dès le vendredi soir. On a annulé des reportages en se concentrant sur quelques-uns, vraiment les plus qu'on estimait absolument fondamentaux pour d'un point de vue éditorial. Et puis on a tenu le dimanche soir comme ça. Moi, c'est ma dernière sortie physique, c'est le premier tournée municipal. Avec une quinzaine de personnes sur place, et puis le lendemain, tout le monde chez soi, quoi. Vous avez envoyé un mail le dimanche pour dire il n'est pas lundi. Ouais, on est passé, on a dit, on a envoyé des mails, on avait envoyé des mails dans le week-end et depuis quelques jours déjà pour dire on favorise le télétravail, mais là le ton a complètement changé, évidemment, c'était plus on favorise le télétravail, là c'est faut y aller, quoi. Et puis ensuite est annoncé le confinement, mais voilà. Donc du jour au lendemain, on se retrouve avec des bureaux vides et avec tout à organiser parce que notamment municipal oblige, notamment parce que l'actualité oblige et le rythme qui est le nôtre. Tout ça est très très peu anticipé. Enfin, on a quand même un service informatique qui était à pied d'œuvre depuis de nombreux jours pour essayer justement d'équiper tous ceux qui n'avaient pas les équipements nécessaires. Et voilà, et ça se fait comme ça. Et la première semaine assez éprouvante. Voilà. Moi, je pense que cette première semaine, c'était au moins pour les 3-4 premiers jours, c'était de loin les jours les plus épuisants de ma vie professionnelle, sans problème. Ça s'est fait aussi. Il y a une force et il y a une particularité aux Parisiens qui est assez incroyable, c'est que c'est une rédaction qui, quand il y a un attentat, quand Notre-Dame brûle, quand il y a ce type d'événement, qui se soulève, qui est capable de multiplier sa capacité de travail par 10. C'est un truc ahurissant. J'ai connu d'autres rédactions, c'est vraiment propre aux Parisiens, avec une telle force, c'est propre aux Parisiens, vraiment. Et là, ce qui fait que c'était des moments extrêmement durs, mais on a sorti, c'est pas simplement on a sorti un journal où on a alimenté un site, non, c'est qu'on l'a fait en mettant en place sur le site tout un tas de nouveaux produits, de nouvelles choses pour nos lecteurs, pour les aider, pour les accompagner, en sortant plein d'infos, en sortant plein d'angles, en continuant d'aller faire du reportage de façon extrêmement prudente, évidemment. Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que évidemment, voilà. On l'a fait vraiment. Ouais, ça s'est ressenti énormément, et c'est vrai que moi je vais te demander l'impact sur le business, les audiences, etc. Mais ça s'est ressenti énormément parce que moi j'étais accroché aux Parisiens pas mal sur ces moments-là. Mais en effet, comme tu le dis, c'est quand même, tu as encore la responsabilité d'envoyer des gens puisque vous avez un gros service photo, vidéo. Enfin, il y a aussi une notion de, c'est comme un journalisme de guerre ou enfin, on parle de ça sur la médecine, mais il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que quand t'as je sais pas moi, un conflit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, à Bagdad, t'envoies des journalistes TV, etc. Bon, bah là, aujourd'hui, il y a des gens qui doivent aussi aller témoigner de ce qui se passe. C'est aussi votre rôle dans la société, votre mission. Comment vous faites ça? Comment vous organisez ça? Comment tu prends la responsabilité de dire on en prend autant? Comment c'est vécu en interne par les photographes, les journalistes? Tu peux me raconter un peu tout ça? C'est vécu de façon ressenti est très différent. Il y a des gens qui refusent et ceux-là évidemment on ne leur impose pas. Il y a des gens qui sont volontaires et qui sont plus que volontaires, qui tiennent à y aller. Et donc voilà. Et donc on fait avec cette composante-là. On le fait aussi en s'assurant que
tous ces reportages se font en respectant toutes les règles de sécurité, avec des gens qui sortent équipés, avec des masques, avec des gants, avec voilà, avec tout ce qu'il faut. Vous arrivez à leur trouver ça, ouais. Ouais, on n'est pas très riche, hein, évidemment, et personne ne l'est, mais et d'ailleurs c'est pour ça qu'on choisit vraiment nos reportages et qu'on fait en sorte de pas on les multiplie pas non plus. Mais oui, on fait en sorte d'avoir un équipement minimum, ouais, bien sûr. D'accord. Et du coup, c'est de quel ordre je sais pas combien d'équipes sortent tous les jours, combien de journalistes, tu sais à peu près. Je suis incapable de te le dire. Je suis incapable de te le dire. Il y a des gens on a des correspondants locaux dans toute la France qui sortent. On a des gens dans les éditions qui sortent. On a des gens dans les services, ce qu'on appelle les services nationaux aussi, qui sortent. Mais non, je suis absolument incapable de le quantifier. Bon bah voilà, une fois de plus, un imprévu dans cette période de coronavirus. Pierre a été coupé au milieu d'une phrase. Tu peux me dire ce qui s'est passé, Pierre? Écoute, mes gentils petits monstres ont éteint la box. Voilà, Ouais, tout simplement. c'est bien, c'est Ils bien. me l'avaient C'est pas encore pratique. faite celle-là. Ah, ok, bon, chaque jour a son lot de surprises. Exactement. Bon, on a parlé un peu de justement la continuité du journal et de la production d'articles et voilà. Quelles sont les incidences aujourd'hui sur les audiences du Parisien? Est-ce que, enfin, moi j'ai l'impression de passer ma vie sur le Parisien, sur d'autres sites, et c'est Ouais. c'est un carton? Ouais, un gros carton. T'es pas tu pas tout seul à passer ta vie D'accord, sur le Parisien. Les audiences sont multipliées par 3, ouais, entre 2 et 3, d'accord, pour le plus fort de la crise, hein. Là, on vient de passer une semaine, enfin même une grosse dizaine de jours, à faire des journées à entre, 8 et 10 millions de visites par jour. Voilà, d'accord. ce De qui est assez visiteurs uniques, hein, c'est ça, hein? non, de De visites. visite, d'accord, d'accord, ok, ok, très bien. Voilà, ce qui est Et en ce qui est, page vue, ça fait combien? heu, je vais te dire Ouais, des excuse-moi, bêtises. Je sais pas le chiffre. je te dis ouais. T'es journaliste, t'es pas l'expert marketing et des audiences. Même si Et je passe je suis sans doute celui qui passe le plus de temps à regarder les chiffres, mais sur les pages vues, je suis pas très bon. c'est pas ce Voilà, qui donc compte. Ouais, entre 8 et 10 millions de visites, c'est vraiment, habituellement une grosse journée, une bonne journée, c'est 4 millions de visites par jour, quoi. Donc hmm, ça, c'est évidemment surtout, c'est sur notre site évidemment, mais sur nos apps, oui, sur AMP et cetera. Voilà. Et en ok, vidéo, ça cartonne aussi. Sur notre podcast quotidien, on est, sur les 30 derniers jours, on est à plus 95 d'audience. Voilà, on doit être, maintenant, à toutes plateformes cumulées, on est à peu près 1 million d'écoutes, sur les 30 derniers jours pour notre podcast. Voilà, ce qui est assez gros. je te confirme. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah ouais, parce qu'avant on se tirait la bourre, maintenant tu m'as battu, quoi, c'est relou. Ça y Et est. du coup, Non, mais je bon, on verra post-Covid, quoi. Et c'est du ça. coup, non, et alors en revanche, il y a un truc qui est relou, un truc qui est potentiellement pas mal, si je lis entre les lignes, c'est que j'ai lu notamment sur nos amis de Mind Media ou différentes publications que la pub c'était la cata. J'imagine que c'est pas une exception chez vous. Les annonceurs se ruent pas, même s'il y a beaucoup plus d'audience, vous faites pas plus d'argent sur la publicité sur les pages de ces 8-10 millions Ouais. de connexions, hein. Ouais, je te le confirme, c'est très, très compliqué, sur le marché publicitaire. Mais bon, ça c'est évidemment, enfin, c'est pas une surprise et tout le monde est concerné, mais c'est assez violent, ouais. Ouais, c'est assez D'accord. violent. Alors, c'est en partie, alors, toute petite partie, hein, mais compensé par les abonnements numériques qui, eux, décollent. En revanche, voilà, on a une partie de nos contenus qui sont réservés à nos abonnés, numériques, et de fait, ces chiffres-là sont eux multipliés par 5 en ce moment, donc c'est super important.
par 5, ouais, c'est n'importe quoi quand même, le nombre d'abonnements C'est quotidiens. ouais, le nombre de prises d'abonnement chaque Ouais. jour est multiplié par 5 par rapport à ce qu'on plutôt pas ouais par 4-5 par rapport à ce qu'on a pu connaître. Ça c'était au plus fort et là depuis quelques jours ça ralentit gentiment. On multiplie plus que par 2-3 notre moyenne annuelle, hein, mais c'est déjà incroyable pour nous. C'est aussi un accélérateur pour ça et c'est top. Bon, voilà. Sachant qu'il est pas très cher, hein, l'abonnement du Parisien. Non, non, Tu me disais. 7,99 €. Ouais, 7,99 € par mois. Donc c'est effectivement assez accessible. J'avais essayé de te gratter un abonnement une fois et tu m'as dit non, à 7,99 € tu peux bien te le payer. Ouais, Soit. ouais. Mais je te disais qu'il faudrait quand même un abonnement commun avec un beau discount avec les Échos et le Parisien, puisque c'est le même groupe. Donc moi, je pense qu'il faudrait ça. Je m'engage à m'abonner dès que ça sort. Ouais, et moi je m'engage à en parler à mon ami Étienne Porto, voilà, qui gère tous ces sujets-là pour le groupe. Voilà. Eh ben Étienne, Promis. voilà, si tu nous entends, tu fais un code avec le mot do it en entrée, ça fait un mois offert pour les auditeurs de Génération Do It Yourself. Ouais. Le mec négocie en direct. Je suis pas encore allé sur ce terrain-là. D'accord. Et, Quelle raclure. non, en tout cas, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir aussi ce nombre d'abonnements qui grossit. Vous êtes arrivé assez tardivement, je crois, sur les abonnements numériques, mais en effet, c'est des choses qui ont une plus grande portée, enfin sur plus longtemps normalement, sauf si les gens se désabonnent tous après le Covid, mais c'est Ouais, pas forcément le cas. alors pour l'instant, on constate un assez faible taux de churn, donc ça c'est plutôt encourageant. Évidemment, on verra après. Il va falloir les garder tout cela, ce qui est évidemment pas gagné, mais on va s'y employer. Mais c'est clair que ça c'est forcément ça nous permet de nous inscrire un peu plus dans la durée, hein, de développer l'abonnement numérique versus un marché publicitaire qui, on le voit, peut se péter la gueule du jour au lendemain, Ouais. quoi. Et ça montre aussi quand même une forme de qualité éditoriale que toi tu défends depuis longtemps, depuis que tu es au Parisien notamment. Hein, tu en parlais tout à l'heure, l'implication des journalistes, des rédactions sans faille dans ces moments-là. C'est vrai que on voit que plus qu'ailleurs, tu as envie de t'abonner parce que c'est une vraie source d'infos, quoi. Au même titre que l'AFP pour les professionnels, c'est un endroit où tu vas chercher l'info à sa source, quoi. Donc c'est un bon taux, j'imagine, un bon indicateur pour vous d'efficacité éditoriale, je pense. Ouais, de qualité des contenus. Ouais. Si sur cette période, on a vu la difficulté, les difficultés organisationnelles, personnelles, enfin pour toi de ce que tu as vécu, de ce que tu vis, ce que vous vivez, mais si tu devais tirer quelque chose de positif de cette période ou de choses que tu n'as pas le temps de faire d'habitude, ou qu'est-ce que tu me dirais comme ça? Alors sur le perso, puisqu'on en a pas mal parlé quand même. Sur le perso, évidemment, même si c'est un facteur un peu, enfin ça complique un peu les choses au quotidien, le fait de passer autant de temps avec mes enfants est quand même un truc super chouette. Et pour eux notamment, ils sont pas habitués à me voir. À m'avoir comme ça toute la journée, hein. D'habitude, ils me voient un petit peu le matin, un petit peu le soir, et puis le week-end, quoi. Là, le fait de passer la journée avec eux, quand même, leur offre tout un tas de bons moments. Je veux dire, une petite anecdote, c'est que ce matin, pour la première fois depuis le début du confinement, j'ai mis une chemise. Et quand je suis arrivé dans le salon, mes jumeaux qui ont pas encore 3 ans ont refusé de me dire bonjour. Ils me faisaient la tronche parce que Ils pensaient que tu partais au boulot. Voilà, c'est ça. Ils pensaient que je partais au boulot parce que j'avais mis une chemise. Voilà. Ils n'avaient pas vu que tu étais en caleçon. Ils avaient t'avais pas mis le pantalon. c'est ça. Et non, mais je te confirme aussi que ce midi, j'ai fait un traditionnel knacky semoule pour mes enfants, grande cuisine, voilà. Mais déjà rien que le concept de déjeuner avec tes enfants le midi, c'est quand même un trip en soi. Mais alors en plus de faire à manger pour tout le monde, c'est vraiment assez original dans notre vie habituelle, ouais. Donc d'accord. c'est un bon point perso. Et sur le pro, puisque pardon, je t'ai coupé, mais j'allais y revenir. non, sur le pro, il y a
il y a quand même pas mal de choses positives dans cette séquence. Hein. Je pense que notamment en termes d'efficacité, on se concentre sur l'essentiel, ce qui nous a amené à délivrer plein de nouvelles choses ultra rapidement, dans des délais qu'on n'imaginait même pas auparavant. Ça nous amenait aussi à être plus créatifs sans doute, à nous poser davantage de questions aussi comment on pouvait remplir complètement notre rôle et quel type de produit on pouvait offrir, et voilà. Et plus globalement, je pense que la période est un peu un accélérateur de transformation pour nous, quoi. Nous, le grand enjeu, c'est évidemment la transformation numérique. Hein, je l'ai bien expliqué. Je sais pas, mais longuement en tout cas. On est une industrie assez traditionnelle, hein, du print, du papier, et moi, mon boulot notamment, c'est de transformer tous ces gens-là, toute cette rédaction, et de la faire basculer sur le numérique et d'avoir des offres originales sur le numérique, etc. Et ben tout ça, toute cette séquence-là vraiment nous permet d'accélérer ce mouvement aussi, quoi. Donc ça, c'est intéressant à cet égard. Voilà. Ouais. Voilà. En tordant des bras au passage. Non, en fait, c'est pas ça. Non, pas du tout. Non, mais c'est à marche forcée. C'est pas toi qui tords les bras. C'est oui, ouais. C'est le contexte. Ouais. Très bien. Écoute, c'est passionnant de voir tout ça, de voir tous ces changements, de voir les changements de comportement, de l'audience, de l'interne, de toi aussi. Donc je te remercie de m'avoir accordé tout ce temps. Je crois qu'on a fait un bon panorama de ce qui se passait aux Parisiens et dans la famille Choscarin. Ouais. Et... Je te remercie d'avoir fait ma thérapie. Hein. Et écoute, je te souhaite de bien t'organiser, parce que je pense que c'est aussi ce qui va être la clé pour tous prochainement, c'est de trouver ses routines, les tours du pâté de maison avec les enfants, boire plus d'eau à la maison, prendre du temps pour soi, se lever à des moments, prendre des jours off le week-end, etc. Je pense qu'à mon avis, le salut se trouve dans la discipline, dans ces périodes-là, même si de temps en temps c'est difficile à trouver, à imposer à tout le monde. Donc voilà, mais en tout cas, merci pour tout, Pierre. Merci à toi. Je te dis merde pour cette période, et surtout ne désactive pas ta fenêtre, parce que il va y avoir un upload de ton fichier immédiatement. Ok ? C'est promis. Bon, merci, à plus. Pierre, on te suit sur Pierre Chausse, LinkedIn par exemple, on peut t'ajouter, et puis sur Twitter, j'ai peut-être dit déjà, mais Chausse Pierre. Non, Monsieur Pierre. Non, pardon, Monsieur Pierre, ça c'est autre chose. Faute. Ça, non, mais c'est ton Gmail. Tiens, boum, je te l'ai donné à tout le monde. Et voilà. Et à plus sur ces belles paroles. Je vous dis à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Partagez cet épisode s'il vous a plu à vos amis journalistes et bien d'autres, à vos amis qui ont des partenaires, des conjoints médecins et dans des professions de santé, pour leur montrer qu'ils sont pas seuls et qu'il y a des gens qui ont 4 enfants aussi et qui vivent pire que eux potentiellement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur Génération Do It Yourself. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.